Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison du Buzz TV sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Sarah? Ça va, en pleine forme. L'attention était bonne? Très bonne. Bonne mine, hein, comme nous tous aujourd'hui. Et tout comme notre invité, puisque pour cette première de la saison, nous accueillons sur ce plateau une journaliste dont le calme et le flegme contrastent avec la télévision actuelle où chaque débat est prétexte aux invectives en tout genre. De retour à l'antenne, plus en forme que jamais sur CNews, elle s'attaque à une nouvelle saison avec des ambitions de jeune première. Bonjour Christine Kelly. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Vous serez la marraine de la saison. Vous serez notre marraine, on est ravis. Avec grand plaisir. Et qui débute pied au plancher pour vous, on va en parler dans un instant. Et surtout, en grande forme. Et quand je dis forme, je parle des formes, puisque la semaine dernière, sur Instagram, vous avez posté une photo de votre nouvelle silhouette avec quelques mots sur votre nouveau mode de vie minimaliste. Je cite, réapprendre à manger peu, devenir minimaliste en appétit, en pensée, en stress. J'ai dit ponctuellement. Hein. En tout, ponctuellement. Mais je vous dirai plus tout à l'heure. Mais vous vouliez changer de vie ou quoi? C'était quoi le but, Christine? Non, mais on n'a pas vraiment changé de vie. Alors là, c'était ponctuellement. Ouais. C'était juste avant les vacances, parce que les vacances, j'ai passé un mois à me ressourcer en famille. 15, 20, les tontons, les tatis, les cousins, les cousines, mais ressourcer, mais épuisé. Oui. Et pour me reposer, là, c'était une semaine où j'ai mangé moins. Et je trouve que le minimalisme, c'est pas mal. Manger un peu moins, mais ponctuellement. Alors la forme, on en parlera. Hein, c'est toute une histoire. Vous avez fait un régime, en fait, c'est ça? Non, ça fait 2 ans que je fais attention à mon intérieur, plus qu'à mon extérieur. Peut-être que ça se voit à l'extérieur, mais je mange différemment. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté le sucre. Et j'ai commencé à faire de l'activité physique. Déjà, ça diminue bien. Ça, non, mais voilà, c'est Vous avez perdu combien de kilos, si c'est pas indiscret? S'il faut remonter à la pointe de la pointe de la pointe de la pointe de la pointe où j'ai été. La pointe du max, allez, on remonte max. On va dire 83 kilos, on va dire 20 kilos. Ah ouais. Quand même 20 kilos en 3 ans, mais ponctuellement, mais progressivement, mais très sincèrement, c'est pas sur la balance que ça se joue, mais plutôt sur l'intérieur. Il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on veut voir grandir sa fille ? Est-ce qu'on veut être en forme pour sa fille qui a 10 ans? Évidemment. Ou est-ce que voilà, on continue à faire n'importe quoi et à mettre n'importe quoi dans son intérieur? Est-ce qu'on mange n'importe quoi? Donc, et je compte écrire un livre, là je vous le dis en scoop, voilà, là-dessus, sur renaître à 50 ans, retrouver une forme à 50 ans. En tout cas, je pense que tout est possible au moment où on dit justement qu'on ne fait que grossir, qu'on ne fait qu'aller de moins en moins bien. Et je trouve que l'essentiel surtout, c'est non pas l'extérieur, peut-être que ça soit à l'extérieur, mais c'est surtout à l'intérieur. Oui, ça fait que ça fait du bien. Et voilà, son énergie, sa forme, sa pêche, son punch, et je trouve que c'est important. En tout cas, ça a très bien marché pour vous. Hein. J'ai hâte d'avoir votre livre. On va continuer cet entretien dans un instant. Évidemment, on va parler de cette rentrée de Face à l'info sur CNews. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces news médias, Sarah, avec Yann Barthès, assez rare en interview et qui a dévoilé les contours de sa rentrée. Et oui, c'était hier dans la Tribune dimanche. L'animateur de Quotidien s'est exprimé. Alors pour la première fois depuis 2 ans, il est très très rare, Yann Barthès. Il a tiré le bilan de sa saison écoulée, puis il dévoile les nouveautés de cette rentrée, comme le retour des humoristes Alison Wheeler, Vincent De Dienne et Nora Hamzaoui, occasionnellement, ou encore une émission spéciale avec Michel Denisot pour fêter les 20 ans du grand journal qui ont révélé Yann Barthès, mais aussi les 80 ans de celui qui l'a lancé. Yann Barthès est également revenu sur son audition à l'Assemblée nationale qui s'est déroulée en mars dernier. J'ai eu l'impression d'être traité comme un chauffard alors que je respecte tous les feux rouges, résume-t-il aujourd'hui. Interrogé également sur la décision de l'Arcom fin juillet de ne pas renouveler la fréquence de C8 à compter du 1er mars 2025, il répond « Jamais je ne me réjouirai de la fermeture d'une chaîne. J'ai une pensée sincère pour tous les salariés de C8 et du groupe Canal+, auxquels j'ai appartenu. Ça me fait mal au cœur », a-t-il encore déclaré. Alors on va en parler évidemment de cette décision de l'Arcom un peu plus tard, mais je voulais juste votre regard sur Yann Barthès. Est-ce que souvent on l'oppose à Cyril Hanouna sur C8, sa commission d'enquête, ça vous avait choqué que ce soit arrivé en polaire pour répondre aux députés ou pas plus que ça? Oui, ça m'a choqué. Là, sa tenue. Oui. Sa tenue vestimentaire m'a choqué. Oui. Après, oui, ils s'opposent l'un l'autre. Moi, je ne suis pas pour l'opposition, je suis pour la complémentarité du paysage audiovisuel. Après, effectivement, sa posture, c'était volontaire. On a le droit d'être choqué par rapport à sa tenue vestimentaire, où vous venez dans une commission parlementaire, devant des députés, pour pouvoir répondre à certaines questions. Je trouve qu'il y avait un minimum de politesse vestimentaire à avoir, de savoir vivre à la française, pour en parler un peu comme nos aînés.
qui manquait. Et après, sur le fond, moi, je suis pour le match et pour la boxe dans l'audiovisuel. Et voilà, qui a un Cyril Hanouna et qui a un Yann Barthès, mais qu'il faut qu'il y ait un Cyril Hanouna. Sa campagne de promo avec les punchlines de CNews, ça vous a fait rire ou pas? Ah oui, ça m'a interpellé. Alors on voit tout de suite le génie de Cyril Hanouna qui sort toujours de l'ordinaire et pour attirer l'attention. Qui a en plus refait des trucs par-dessus. Voilà, exactement. Donc on a hâte de voir effectivement sa rentrée. Ce sera ce soir. Ce sera ce soir, mais évidemment, une pensée à tous les salariés. C'est là où je suis particulièrement touchée. Les 300 collaborateurs de C8, là je suis très sincèrement touchée, d'autant plus que personne n'en parle. Absolument, on va en parler dans un instant. On continue ces infos médias, Sarah, avec le chiffre du jour, c'est 1,5 aujourd'hui. Et oui, c'est en pourcentage la part d'audience qu'a atteint Éric Brunet tout au long de sa première semaine sur BFM TV. Vous le savez, depuis lundi dernier, le journaliste est de retour sur la chaîne Info où il anime la case du 20-22h pour concurrencer le tout-puissant Pascal Praud, qui est largement leader à cette heure-là. Eh bien, 280 000 téléspectateurs en moyenne ont suivi Éric Brunet. Alors, c'est un peu faible face à Pascal Praud, qui réunit lui près de 700 000 personnes et 3,7% de part de marché. Éric Brunet enregistre même une moins bonne première semaine que Laurent Ruquier l'an passé, qui pouvait se targuer lui de quasiment 400 000 téléspectateurs et 2% de part de marché. Il faut peut-être laisser prendre un petit peu ça. On va en parler dans un instant, notamment de la concurrence, puisque vous, Pascal Praud, vous écrasez tout le monde en ce moment. Et on finit ces infos médias avec le chroniqueur qu'il faut surveiller en cette rentrée. Il y en a un, il s'appelle Louis Sarkozy. Et oui, tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir. Laurent Sahin, spécialiste des États-Unis, il a bien grandi depuis la campagne de son père. Il a 27 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'on a envie de dire le petit Louis. Oui, le petit Louis, on l'a connu à 10 ans dans les quand il faisait la campagne de son père en 2007. Et alors depuis lundi dernier, il intervient chez Darius Rochebain sur LCI entre 22h et minuit. Il est venu à 2 reprises parler de la guerre en Ukraine jusqu'à la nomination prochaine du Premier ministre. Et l'une des consultantes de la chaîne, qui s'appelle Ala Poedi, l'a trouvé captivant. Alors il faut rappeler que le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Ettia vit à Washington et c'est un passionné de Napoléon puisqu'il a écrit un ouvrage dessus. Alors il se dit appartenir à la droite Figaro ou la droite Wall Street, suivant ce qu'on préfère, et il signe d'ailleurs régulièrement des éditos dans les pages Vox sur Figaro, les élections américaines notamment. Qui connaît bien et qui suit bien. Vous l'avez vu, vous êtes déjà tombé sur lui? Pas du tout, non, pas du tout, mais ça sera à suivre évidemment avec la campagne américaine, ça va être intéressant. Et puis j'aime bien quelqu'un qui aime Napoléon. En général, il faut s'arrêter. A priori, vous respectez. Oui, on respecte. Personne n'est parfait, Napoléon n'est pas parfait, mais quand même, il a vraiment créé de belles choses dans la République française. Absolument, et qui perdurent encore aujourd'hui. Fini, Sarah, pour les news. Les médias sont terminés. C'était les premiers de la saison, il y en aura plein d'autres cette saison, notamment dès demain. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Christine Kelly. Vous présentez Face à l'info, Christine, du lundi au jeudi à 19h sur CNews. Vous avez démarré très fort, plus de 500 000 téléspectateurs. Vous avez repris déjà lundi dernier, 3,8% de PDA. Vous êtes largement leader des chaînes info. Ce qu'on appelle une rentrée plutôt réussie. Vous êtes plutôt contente, alors que tous les gens ne sont pas encore rentrés. Oui, on est très contents, on est serein. Je vais peut-être vous choquer par mon flegme que vous avez présenté. Mais votre flegme ne choque plus personne. Mais oui, on est serein et puis on continue à avancer tranquillement. C'est la 6e rentrée de Face à l'info. Oui. Il faut surtout souligner que c'était un programme que personne ne voyait durer. C'était un programme au début avec Éric Zemmour, et tout le monde se disait que c'était un programme qui ne verrait qu'une émission. Peut-être 2, peut-être 3 jours, peut-être 4 jours. Et tout le monde se mettait devant la télé en se disant « mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette émission ?» Là, c'est notre 6e rentrée. Heureusement, nous avons les téléspectateurs qui nous suivent, évidemment. Et puis, on forme une véritable équipe et on cherche à décrypter. Alors, elle est très particulière, cette émission, parce qu'il n'y a pas d'image en général, il n'y a pas de reportage, il n'y a pas d'envoyés spéciaux, on n'a pas de moyens pour dynamiser cette tranche. C'est des moyens classiques pour dynamiser une émission télé. Ça tient dans les intervenants qui sont là avec vous et qui font l'émission. La puissance des mousquetaires, la puissance de leur analyse, la puissance de leur travail. Et à l'heure qu'il est, depuis ce matin, ils travaillent pour l'émission du soir. Les mousquetaires sont de retour. Marc Menant, Mathieu Bock-Côté, il y a Charlotte Dornelas aussi. Et puis Gabriel Cluzel. Gabriel Cluzel et Dimitri Pavlenko. Dimitri Pavlenko, il venait déjà 2 fois par semaine seulement. Là, il va se consacrer à la matinale. Davantage, j'aurai Gabriel Cluzel et j'aurai
j'aurai des chroniqueurs qui vont tourner, je pense. Pour l'instant, cette semaine, j'aurai Jean-Sébastien Ferjou et d'autres chroniqueurs qui vont tourner pour pouvoir un peu les tester. Je pense qu'avec l'équipe, nous sommes en train de discuter et de savoir si on laisse un petit siège disponible, ouvert à d'autres intervenants. Justement, vous en avez beaucoup. Il y a vous, il y a Laurence Ferrari, il y a Pascal Praud. Est-ce qu'il y a une petite guerre des intervenants à CNews ou bien c'est chacun les siens? Ou est-ce qu'on essaie de se piquer les siens les uns les autres? Il y en a parfois qui ont fait plusieurs émissions. Hein, alors si on parle peut-être au niveau de la programmation de CNews, peut-être que lui, il va parler de petite guerre des intervenants, certainement. Après, Face à l'info, c'est la même famille. Hein, je veux dire, c'est vraiment, ce sont les mêmes qui reviennent tous les soirs et c'est là la force de l'émission. Exemple, Marc Menant, vous ne le verrez nulle part ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. On se rappelle d'Éric Zemmour, on ne le voyait nulle part ailleurs. Ça, c'est la force de Face à l'info. Et l'émission d'histoire le week-end avec vous aussi, mais qui faisait, mais qui n'existe plus. Oui. Donc, ce qui est important, c'est que Face à l'info, même si on a, par exemple, une Gabrielle Cluzel qu'on peut voir ailleurs, une Charlotte Dornelas qu'on peut voir aussi de temps en temps chez Pascal Praud, le format Face à l'info, nulle part ailleurs, on verra Charlotte Dornelas avoir 10, 12, 13 minutes pour développer un format sur une actualité particulière et prendre de la hauteur sur une actualité. Et face à vous, alors la concurrence a changé en cette rentrée. Yves Calvi a cédé sa place à Benjamin Duhamel qui a récupéré ce créneau-là. Alors il a fait une bonne rentrée, il y a eu un effet curiosité visiblement pour Benjamin Duhamel, plus de 500 000 personnes. Puis après ça s'est un peu plus stabilisé. Est-ce qu'il vous fait peur, Benjamin Duhamel ? On a eu face à l'info Ruth Elkrief, ensuite on a Yves Calvi, on a Benjamin Duhamel. Très sincèrement, je regarde plutôt... Beaucoup regardent à l'audience, alors j'ai vu beaucoup de personnes venir me voir. Il y a un peu d'écart là entre vous. Hein, mais j'ai un petit souci, moi, dans l'audiovisuel, c'est que... Non, mais c'est que je ne suis pas forcément accrochée à l'audience. Alors, je pense l'avoir toujours dit, ce n'est pas que je ne regarde pas l'audience, mais ce n'est pas mon objectif. Je disais aussi, lorsqu'on avait Éric Zemmour, et que les chiffres explosaient. Et je disais tout le temps que, oui, bon, c'est une conséquence, mais je ne regarde pas à l'audience, je regarde à la France. Je ne regarde pas tous les matins ou tous les soirs qu'est-ce qui fera de l'audience. Je regarde où est la France qui souffre, où est la France qui a besoin de lumière, elle est où la France qui a besoin d'être mise en avant, elle est où la France qui manque de porte-parole. Et ça, c'est très important pour moi. L'audience est une conséquence et l'audience ne veut pas dire adhésion. Ce n'est pas parce qu'on a de l'audience qu'on adhère. Audience veut dire que les gens regardent. Ça ne veut pas dire qu'ils acceptent pour autant. Et après, cette tranche de 19-20, c'est une tranche particulière. C'est comme pour une chaîne télé. Vous qui êtes des spécialistes de la télévision, vous savez que c'est le moteur d'une chaîne. Pour toutes les chaînes, c'est le moteur. 19-20, c'est là où on met le moteur, celle qui va faire décoller l'émission. L'access qui va faire décoller la chaîne. On imagine une voiture, elle peut avoir de jolis phares, elle peut avoir une belle peinture, elle peut avoir une belle carrosserie, elle peut avoir un magnifique pare-choc, mais si elle n'a pas un moteur, la voiture ne pourra pas avancer. 19-20, face à l'info, c'est le moteur de CNews. Évidemment, un moteur n'avance pas sans les roues. Alors, vous dites, on ne regarde pas les audiences, mais depuis le printemps dernier, CNews a rattrapé BFM TV. Là, je parle de l'audience globale. Et vous êtes désormais au coude à coude avec BFM, au titre de première chaîne d'info. C'est quand même une petite fierté, j'imagine ça, Christine. Oui, c'est le résultat du travail. Alors, bien sûr, quand je dis je ne regarde pas l'audience, ce n'est pas mon moteur principal, pour faire le lien avec ma précédente intervention. Ce n'est pas mon moteur principal. Mais ça vous satisfait, c'est quand même satisfaisant. Oui, mais c'est satisfaisant. Et d'autant plus que si ça rattrape quelque chose, un phénomène qu'on rend compte lorsqu'on sort de l'écran et qu'on rend compte lorsqu'on fait face aux téléspectateurs. Dès le premier jour de Face à l'info, à la fois il y avait ce décalage entre une certaine haine, une certaine méchanceté sur les réseaux sociaux par rapport à cette émission et par rapport à CNews, et puis lorsqu'on sort de l'antenne, une adhésion, un ouf pour la démocratie, un cri de soulagement crié par les Français que l'on rencontre, et ça, on voit qu'il y a justement un rapprochement entre la courbe de l'audience et les Français qui regardent la télé et qui disent surtout ne nous lâchez pas, restez avec nous. Donc oui, c'est une fierté pour le travail de toute la rédaction de CNews. Oui, c'est une fierté parce qu'on reflète ce que pensent les Français. Oui, c'est une fierté parce qu'effectivement, on regarde la France et la France, c'est aussi les audiences, c'est une conséquence. Et cette haine, vous en avez parlé, cette haine contre CNews notamment, vous la ressentez au quotidien. Vous avez été victime de menaces, vous avez même été mis sous protection policière. Vous en avez même parlé dans le JDD la semaine dernière de cette haine. Dans un édito, vous dites que c'est un poison invisible et mortel. Vous
évoquez notamment le haineusement correct, ce que vous avez dit dans votre édito, qui est souvent attribué au LFI. Cette haine-là, vous la sentez en permanence contre CNews ? Bien sûr, on la sent en permanence. Regardons Lucie Castet, elle est en route pour être Première ministre, elle postule et puis elle critique CNews. Par haine, tout simplement, sans pour autant... Elle dit que les Français sont devenus racistes à cause de CNews. À cause de CNews. Alors, il est où le bon sens ? Incroyable. C'est absolument incroyable. Il est où le bon sens ? Respectons ceux qui regardent CNews. Rappelons que nous sommes une chaîne sur 300 chaînes en France. C'est une chaîne sur 300 chaînes. On a plusieurs chaînes info en France. On a le choix. Pourquoi ? Il y en a 4, oui, effectivement. Voilà. Alors, il y a le choix, contrairement à d'autres pays. Donc, cette haine, effectivement, c'est une haine qui fait partie du haineusement correct, qu'on aime haïr. Mais attention, un minimum, une minorité bruyante qui aime haïr CNews. Mais la majorité silencieuse jusqu'à quand, elle aime CNews. Et non, pourquoi ? Parce qu'elle se rend compte que CNews, c'est la diversité. Elle se rend compte que CNews, il peut y avoir des musulmans, des chrétiens, des laïcs qui sont présentateurs, par exemple, à CNews. Dans la rédaction de CNews, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et une très grande diversité. Sur CNews, regardez Morandini tous les matins, vous allez voir des Noirs, des Blancs, des Arabes, etc., des Français, tout ce que vous voulez. Une diversité aussi de partis politiques. Il y a LFI, il y a des écolos, il y a plus rarement, il y a... parce qu'ils ne veulent pas venir. Oui, comment contourner le boycott d'ailleurs de ces partis-là ? Eh bien, depuis lorsque j'ai été au Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'idée n'était pas de chercher à contourner le boycott, mais de l'accepter, parce qu'on se dit qu'évidemment, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir sur un plateau. Mais il faut se rappeler que ce boycott des partis politiques existe depuis déjà très, très, très longtemps. Pour des bisbilles entre un homme politique et une chaîne, entre un homme politique et un présentateur, ça existe déjà depuis très, très, très longtemps. Aujourd'hui, on fait comme si c'est tout à fait nouveau. Mais en tout cas, cette haine, entre guillemets, par rapport à CNews, cache un véritable amour pour CNews. Et c'est ce que je disais l'autre jour dans une intervention lors d'une conférence, c'est qu'on met souvent une étiquette pour pouvoir tuer socialement une chaîne, une personne, et en réalité pour cacher la réalité, la vérité. Et la vérité, c'est que les Français aiment CNews. Est-ce que cela gêne ? Peut-être. Peut-être. En tout cas, l'audience est là pour le montrer. Alors, on en a parlé en introduction. L'actualité de cet été était marquée par une décision inédite de l'Arcom, ex-CSA, auquel vous avez appartenu, celle de retirer les fréquences de C8 et Énergie 12, notamment à partir du 1er mars prochain. Et C8 fait partie du groupe Canal+. Comment vous avez pris cette nouvelle, Christine ? Est-ce que c'était un coup de massue pour vous ? Bien sûr, un coup de massue pour tout être humain qui se respecte. Regardez même Yann Barthès qui était en concurrence avec Cyril Hanouna et qui dit que c'est quand même quelque chose d'inédit. Et qui dit qu'il est très triste, effectivement. Oui, pour les salariés. Ouais. C'est déjà, il faut de la concurrence. D'accord, je trouve que c'est important dans l'audiovisuel. Qui dit concurrence dit derrière une liberté de choix pour le téléspectateur. Si en amont, on enlève au téléspectateur la possibilité de choisir entre Yann Barthès et Cyril Hanouna, et on lui impose, entre guillemets, indirectement, finalement, plus qu'une émission, entre guillemets, je dis bien, ça devient problématique. Ensuite, comme vous dites, c'est inédit. On doit se poser la question sur le fait que ça soit inédit. Ensuite, c'est une première, c'était la première chaîne de la TNT. C'est une chaîne qui a mis 20 ans à se construire, pour grandir, pour trouver son public, trouver sa voix, avoir une adhésion par rapport au public. Donc, évidemment, je me range aussi derrière le communiqué de presse qu'a fait Maxime Saada, qui dit que c'est inédit. Le président de Canal+, et le président du groupe, exactement, Canal+, et où on ne peut pas ne pas s'arrêter. Et c'est là où je dis qu'on n'en parle pas suffisamment de ces 300 collaborateurs. Alors, bien sûr, on dit, si on supprime, on privatise France Télévisions, il y aura 17 000 salariés qui seront sur le carreau. Qui va s'inquiéter de ces 300 collaborateurs? Imaginez un seul instant, aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Vous ne savez pas si en février, vous aurez un emploi. Qu'est-ce que vous allez donner à manger à votre enfant? Est-ce que vous allez partir en vacances? Est-ce que vous allez trouver un emploi? Voilà la question que tout le monde se pose, tous ces 300 collaborateurs et leurs familles. Je pense qu'il y a de grandes questions à se poser, outre, évidemment, la liberté d'expression en France, qui, je pense,
est largement menacée. C'est une décision politique selon vous? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de députés, la France Insoumise, qui s'étaient mobilisés contre ce non-renouvellement. Je laisse le téléspectateur choisir et décider de renifler, sentir est-ce que c'est une décision politique ou pas. Personnellement, je me garderai de définir cette décision et je pense que le téléspectateur, quoi que l'on dise, est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Mais est-ce que pour vous, c'est une décision qui est prise contre un homme ? Cyril Hanouna, qui cristallise quelque chose peut-être que les pouvoirs publics n'aiment pas. Est-ce qu'il y a aussi derrière Vincent Bolloré qui est visé? Selon vous, c'est une décision contre ces personnes-là? Alors, ce que le téléspectateur ressent, c'est qu'effectivement, Cyril Hanouna, Vincent Bolloré sont dans le collimateur de ceux qui ont voulu supprimer cette chaîne. C'est une évidence. Donc, à partir de là, est-ce qu'on veut abattre un homme? Est-ce qu'on veut abattre quelqu'un? Est-ce qu'on veut abattre Cyril Hanouna? On sait très bien qu'on ne peut pas abattre quelqu'un comme ça. Je prends le mot abattre entre les guillemets. Cyril Hanouna, il est sur Europe 1. Il sera peut-être menacé sur Europe 1, il ira peut-être ailleurs. Il va peut-être rebondir ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai même pas parlé de Cyril Hanouna vraiment en me disant c'est dommage pour Cyril Hanouna parce que je sais qu'il va rebondir. Mais c'est dommage pour les 300 personnes, parce que là, je me demande, est-ce qu'elles vont rebondir? Et là, personne ne se pose la question. Vous voyez, on se pose la question de Cyril Hanouna, on se pose la question de Vincent Bolloré. Pardon, mais tout ira toujours bien pour eux, à mon avis. En tout cas, je l'espère. En revanche, les 300 personnes, je veux dire, avant de supprimer une chaîne, on se pose la question de savoir, mais 300 personnes dont l'audiovisuel qu'on met sur le carreau, elles iront où? Elles feront quoi? A-t-on suffisamment de place pour pouvoir les absorber? Elles iront travailler où? Ça sera pas. Donc, ce sont des questions qui se posent. Après, est-ce que c'est une décision politique? Là, laissons le téléspectateur décider. Ça vous a surpris quand même, Christine. Vous avez appartenu 6 ans à l'Arcom, qui s'appelait CS à l'époque, mais c'est la même chose. Vous n'avez jamais eu ce genre de dilemme. C'est très dur d'enlever une fréquence à une chaîne. Vous n'avez jamais pris cette décision quand vous y étiez, par exemple? Pas du tout. C'est inédit. Et lorsque l'année dernière, par exemple, je le dis souvent, en 2023, combien de chaînes ont été supprimées par l'Arcom? Personne ne le sait. Il y en avait 8. L'Arcom a l'habitude de supprimer des chaînes, mais des chaînes qui ne sont pas regardées. Qui ne sont pas dans les 27 chaînes de la TNT. Qui ne sont pas premières chaînes de la TNT. Donc évidemment, pardonnez-moi, je retenais votre question, mais oui, lorsque moi je faisais partie du Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette sanction suprême n'a jamais été évoquée, parce que pour nous, nous sommes dans le pays de la liberté d'expression, et pour nous, lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le premier amendement, on va dire, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est la liberté des opinions, la pluralité des expressions et la suppression d'une chaîne. En tout cas, lorsque j'étais à l'Arcom, c'était quand même une sanction inimaginable. Et il y a un recours possible? Le seul recours par rapport à l'Arcom, c'est le Conseil d'État, et le Conseil d'État semble plus strict encore que l'Arcom. Donc pas de recours possible. La fréquence de CNews a, elle, été renouvelée. Vous avez eu peur que CNews puisse également la perdre? Ça aurait été peut-être encore plus touchy, j'allais dire. Oui, mais je pars du principe que tout est possible. Oui, tout est possible. Quand on a vu ça, quand on voit qu'une première chaîne sur la TNT a été supprimée, et on se dit que tout est possible. Et puis effectivement, la chaîne CNews a été renouvelée. On sait très bien que la fréquence elle-même appartient à l'État. On oublie que la fréquence appartient à l'État. Donc tout est possible à tout moment. En revanche, de l'autre côté, il y a des fréquences qui sont vendues à 1,5 milliard d'euros. Je prends l'exemple de BFM TV, qui passe de Altice au groupe SAAD à 1,5 milliard d'euros. Donc il y a d'un côté des fréquences qui appartiennent à l'État et qu'on peut éteindre ou rallumer, et il y a des fréquences qu'on se revend entre l'un l'autre, etc., et qui n'interpellent pas. On peut aussi se poser la question de ce jeu de fréquences à tout point de vue, celles qui s'éteignent et celles qui se vendent. Et vous aimeriez que Cyril Hanouna vous rejoigne sur CNews à compter du 1er mars? Ouf, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est que TPMP a un format adapté à CNews, c'est compliqué. Non, mais TPMP, cela dit, TPMP est beaucoup changé. Effectivement. Pour la case du 22h minuit, par exemple. Et vraiment dans l'actualité sociétale et politique. Après, est-ce que c'est un format qui permettra d'évoluer? Je ne sais pas. La convention de CNews, il va falloir regarder à quoi elle ressemble
ressemblera, elle va être étudiée dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le groupe lui-même est en pleine évolution. Le groupe sera séparé entre 4 branches et sera coté dans les mois, dans les semaines qui viennent. Donc il y a tout un bouleversement médiatique qui a lieu en ce moment, non seulement pour le groupe Canal+, Vivendi et CNews, etc., mais aussi pour les autres chaînes. Donc tout est à observer et je pense que les mouvements qu'il y a en ce moment dans notre groupe ne sont pas à décorréler des mouvements qu'il y a dans les autres groupes. Absolument. Et on regardera ça avec grande attention. Merci Christine. C'est l'heure de notre dernière rubrique, au suivant. Demain, nous recevrons sur ce plateau Jean-Jacques Bourdin, le nouveau présentateur de la matinale de Sud Radio. Alors, vous n'avez pas de questions parce que vous êtes la première de la saison, Christine. Par contre, vous pourrez en poser une à Jean-Jacques Bourdin. Vous le connaissez un peu, hein, Jean-Jacques Bourdin. Alors, avec Jean-Jacques Bourdin, nous faisons partie d'un petit groupe de journalistes qui s'appelle la Coupe de l'Info. Et on se voit régulièrement pour faire du sport, jouer à la pétanque, aller au ski. Donc, voilà, des journalistes qui sont de toutes les chaînes télé. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie. Alors justement, si vous avez une question à lui poser, Jean-Jacques sera là demain. Vous voyez la caméra, elle est ici, celle de gauche, sur le pilier en bois. Vous pouvez lui poser et Jean-Jacques y répondra dès demain. Mon cher Jean-Jacques, je sais que tu as vécu des moments particulièrement difficiles après ton éviction de BFM TV. La question que je te pose, comment as-tu fait psychologiquement, mentalement, pour parvenir à t'en sortir, parvenir à te libérer de ces accusations qui étaient contre toi ? Une très bonne question, effectivement. On lui posera. Merci beaucoup, Christine Cailly, d'être venue. Vous étiez notre première. Vous présentez tous les soirs Face à l'info sur CNews. On vous retrouve tout au long de la saison. Qu'on vous souhaite belle, sereine, en tout cas, à votre image. Merci beaucoup. Merci, Sarah, le buzz revient dès demain, donc, avec Jean-Jacques Bourdin. Vous allez reprendre l'habitude de nous voir tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous. Et encore merci de votre fidélité.